Accra, Ghana. Une ville qui ne dort jamais vraiment. Même à 5 heures du matin, quand la brume posait encore ses doigts humides sur les toits de tôle ondulés, on entendait déjà les klaxons lointains, les voix des marchandes, le bruit sourd de la ville qui se réveillait comme un vieil animal affamé. C'est dans cette ville-là que Kofi et Sun s'étaient connus. 30 ans plus tôt. 2 enfants pieds nus dans la même cour de quartier à Nima, qui volaient des mangues dans le jardin du voisin et couraient en riant sous les jurons du vieux monsieur. 2 garçons que la misère avait unis plus solidement que le sang. Kofi était le calme. Il réfléchissait avant de parler, pesait chaque décision comme un orfèvre pèse l'or. Son visage portait cette sérénité particulière des gens qui ont appris très tôt à faire confiance au travail plutôt qu'à la chance. Sun était le feu. Vif, charismatique, le sourire toujours prêt, toujours une blague sur les lèvres. Mais derrière ce sourire, et Kofi ne l'avait jamais vu, vivait quelque chose de plus sombre. Une faim. Une faim qui ne se nourrissait pas de nourriture, mais de regard des autres. Sun voulait qu'on le voie. Qu'on l'admire. Qu'on parle de lui. Pendant 20 ans, cette différence n'avait pas compté. Ensemble, ils avaient monté une entreprise de transport et de logistique à Accra. Des camions qui traversaient le Ghana, le Togo, le Bénin. Une vingtaine d'employés. Des contrats avec des sociétés minières. Kofi gestion et stratégie. Sun relations clients et négociations. 2 moitiés d'un même corps. Puis Kofi avait épousé Aminata. Aminata était originaire de Dakar. Elle avait ce port naturel des femmes sénégalaises, cette façon de marcher comme si le sol était une scène et elle, la seule actrice qui comptait. Elle riait rarement, mais quand elle riait, c'était comme si la pièce tout entière retenait son souffle une seconde avant de respirer mieux. Sun l'avait vue pour la première fois lors du mariage. Et quelque chose en lui, ce soir-là, s'était cassé. Il regardait Kofi danser avec sa femme. Il regardait Kofi qui rayonnait. Kofi que tout le monde félicitait. Kofi que tout le monde aimait. Et pour la première fois de sa vie, Sun ne se sentit plus à l'intérieur du cercle. Il se sentit dehors. Collé à la vitre. À regarder une vie qui aurait dû être la sienne. Pourquoi lui ? Se dit-il en buvant son 3e verre de whisky dans le coin de la salle. Pourquoi toujours lui ? Cette nuit-là, quelque chose mourut dans l'amitié de Sun pour Kofi. Quelque chose de si profond que Sun lui-même ne le comprit pas tout de suite. Les mois suivants, Sun commença à compter. Compter ce que Kofi avait et lui n'avait pas. La belle femme. Le respect des employés qui regardaient Kofi différemment depuis le mariage. Les nouveaux contrats que Kofi négociait seul désormais, sans le consulter. Il me met à l'écart, se persuadait Sun. Il prépare quelque chose contre moi. Les pensées venimeuses font ça. Elles transforment le monde jusqu'à ce que vous ne voyez plus que ce qu'elles veulent vous montrer. Un soir de novembre, un ami ou quelqu'un qui se disait ami lui glissa un nom dans l'oreille. Baba Issa. Il règle tous les problèmes, dit l'homme avec un sourire que Sun n'aimait pas mais n'ignora pas. Il est à Kumasi. 2 heures de route. Les gens font le triple pour le voir. Sun passa 3 semaines à résister. 3 semaines à se dire qu'il n'était pas ce genre d'homme. Qu'il n'avait pas besoin de ça. Qu'il était moderne, instruit, rationnel. Puis il prit sa voiture un vendredi soir. Et roula vers Kumasi. La maison de Baba Issa était à l'entrée d'un village dont Sun ne retrouverait jamais le nom sur aucune carte. Une bâtisse basse, couleur de terre ocre, entourée d'arbres si vieux qu'ils semblaient avoir des visages. Des calebasses séchées pendaient aux branches.
Des cendres fumaient dans un vieux récipient à l'entrée. Baba Issa était un homme petit, peut-être 70 ans, peut-être 100. Ses yeux étaient d'un blanc troublant, comme si la pupille avait migré vers l'intérieur pour voir autre chose que ce monde. Il regarda Sun pendant une longue minute sans dire un mot. Puis, « Tu veux prendre ce qui appartient à un autre. Je le vois sur toi. » Sun déglutit. « Je veux juste ce qui me revient de droit. L'entreprise. Ma part. » « Tu veux la femme aussi, dit Baba Issa. C'est pas la même chose. » Le silence était épais comme de la boue. « Quel est le prix ?» finit par demander Sun. Baba Issa sourit. Ce sourire que Sun ne comprit pas ce soir-là, mais dont il se souviendrait le reste de sa vie. « Ce que tu donnes dans ce monde, dit le vieux, les esprits le gardent de l'autre côté. Toi tu prends la vie d'un homme. Les esprits, ils prennent la tienne. Pas tout de suite. Mais ils prennent. Et l'entreprise? Les contrats? Dans 60 jours, tout sera à toi. » Kofi ne vit rien venir. D'abord, ce furent les contrats. 3 clients majeurs résiliés en moins de 15 jours, sans explication claire. Puis un camion eut un accident sur la route de Lomé, le chauffeur s'en sortit, mais la cargaison était perdue et l'assurance refusait de couvrir. Puis les employés commencèrent à murmurer. Des rumeurs qui couraient dans les dos, que Kofi ne saisissait qu'à moitié, des regards qui fuyaient quand il entrait dans une pièce. Sun, lui, était partout. Réconfortant. Présent. Efficace. Ne t'inquiète pas, frère. Je gère. Je gère tout. Et Aminata. Kofi ne savait pas comment décrire ce qu'il voyait dans les yeux de sa femme ces dernières semaines. Comme si quelqu'un avait éteint une lumière derrière ses pupilles. Elle parlait. Elle souriait parfois. Mais elle était ailleurs. Comme absente d'elle-même. Elle regardait Sun d'une manière qui donnait à Kofi une nausée froide dans le ventre. Une nausée qu'il repoussait parce que c'était trop monstrueux à imaginer. La nuit, allongé dans le noir, Kofi pleurait en silence. Il ne savait pas de quoi. Il ne savait pas pourquoi. Il pleurait comme on pleure quand on sent que quelque chose qu'on aimait est déjà mort mais qu'on n'a pas encore le courage de le regarder en face. Le 45e jour, une tante de Kofi, sa tante Adwo, vieille femme de 82 ans qui vivait à la lisière d'Accra dans une maison qui sentait le bois de santal, le fit appeler. Quand Kofi arriva, elle était assise dans sa cour, les mains croisées sur les genoux, et elle le regarda longtemps avant de parler. « Il y a quelqu'un dans ta vie qui a fait quelque chose de terrible. Quelqu'un que tu appelles frère. » Kofi sentit le sol se dérober sous lui. « Tante, écoute-moi. Les esprits de tes ancêtres sont en colère, mais pas contre toi. Contre lui. Ce qu'il a fait revient vers lui déjà. Mais toi, si tu restes près de lui, tu seras dans le chemin de ce qui arrive. » Sun, dit Kofi, et sa propre voix lui sembla appartenir à quelqu'un d'autre. La vieille femme ne répondit pas. Mais ses yeux disaient tout. Ce soir-là, Kofi alla trouver Sun. Ils étaient seuls dans les bureaux vides de l'entreprise. La nuit dehors était immobile. Pas de vent. Pas d'insectes. Comme si la nature elle-même retenait sa respiration. « Dis-moi ce que tu as fait, » dit Kofi. Sun haussa les épaules avec un sourire. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Dis-moi ce que tu as fait, » répéta Kofi plus doucement. Et dans ce calme, il y avait quelque chose de terrifiant. Le sourire de Sun dura encore quelques secondes. Puis quelque chose céda dans ses yeux. Et il parla. Il parla de Baba Issa. De Koumassi. Du pacte. Des 60 jours. Il parla avec une espèce d'arrogance épuisée, comme un homme qui est allé trop loin pour reculer et qui préfère aller jusqu'au bout. « Tu aurais dû partager avec moi, dit-il. Tu aurais dû me laisser ma place.
Ta place, dit Kofi. Ta place était à côté de moi. 30 ans, Sun. Le silence entre eux était un gouffre. Aminata, dit finalement Kofi. Tu as fait quelque chose à Aminata. Sun baissa les yeux. Kofi sortit sans un mot de plus. Et ce silence-là fut la condamnation la plus terrible qu'il pouvait prononcer. Le 60e jour arriva. Sun ne dormait plus. Depuis une semaine, chaque nuit, il entendait des pas dans sa maison vide. Chaque nuit, il voyait dans ses rêves un homme qui ne disait rien mais qui le regardait avec des yeux blancs comme ceux de Baba Issa. Chaque matin, il se réveillait épuisé, les draps trempés, avec le sentiment d'avoir couru toute la nuit. Son entreprise maintenant, sur le papier, s'effondrait. Les clients qui avaient fui Kofi ne revenaient pas vers Sun. Ils allaient ailleurs. Aminata, comme sortie d'un long sommeil, s'était levée un matin, avait regardé Sun avec des yeux qui ne le reconnaissaient plus vraiment, et avait demandé à rentrer chez ses parents. Tout ce que Sun avait volé lui filait entre les doigts comme du sable mouillé. Il retourna à Kumasi. La maison de Baba Issa était là. Les arbres. Les calebasses. Mais Baba Issa le regarda à peine. « Je t'avais dit, dit le vieux. Ce que tu donnes dans ce monde, les esprits le gardent de l'autre côté. Rends-moi ce que j'ai payé. » cria Sun. Ce que tu as payé, dit Baba Issa, était quelque chose que tu n'avais pas le droit de vendre. Tu as payé avec une amitié qui ne t'appartenait pas. Et maintenant les esprits réclament l'intérêt. Sun rentra à Accra dans la nuit. Cette nuit-là, sa maison brûla. Cause inconnue. Il en sortit vivant mais avec rien. Absolument rien. Kofi reconstruisit. Pas seul avec Aminata qui était revenue, avec ses ancêtres qui avaient veillé, avec la sagesse de la tante Adwo qui lui avait dit, quand les esprits sont de ton côté, même les ruines deviennent fondations. Il ne parla plus jamais à Sun. Il n'en eut pas besoin. On dit que Sun erra des années entre différentes villes. Que les gens qui le croisaient avaient parfois l'impression de voir deux hommes en un seul. Celui d'avant, et quelque chose d'autre, de plus sombre, qui avait pris la place de ce qu'il avait vendu. Certains disent qu'il finit par retourner à Nima. Qu'il s'assit dans la cour où deux garçons pieds nus volaient des mangues. Et qu'il pleura longtemps, seul, face à quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ce que tu prends à un frère, les esprits africains ne l'oublient jamais. Ce que tu bâtis avec ton âme, rien dans ce monde ne peut te l'enlever.